tiré des Nouveaux Contes du Limousin de Jean-Pierre Baranger. Illustré par une illustratrice qu'on aime beaucoup qui s'appelle Laure Philippon. Voilà. Alors, le premier conte s'appelle « Lorsque les arbres peuvent parler ». Il est un grand parc à Limoges, renommé pour sa quiétude au pied de ces beaux arbres centenaires, le parc Victor Tuyat. Souvent après l'école, Léandre et Élise viennent s'y promener avec leurs parents. Quel plaisir! Mais ce jour-là, ce fut une expérience bien étrange. Que dis-je, une véritable aventure qui attendait les deux enfants. Léandre jouait avec sa sœur, ils couraient sur les pelouses, se poursuivant l'un l'autre, entamant des parties de cache-cache qui se terminaient par des cris aigus. « Tu m'as pas trouvé, tu m'as pas trouvé !»« Bah si, c'était facile, tu étais très mal caché !» Léandre gagnait, comme toujours. Mais soudain, le jeune garçon eut beau chercher, chercher et chercher encore. Élise avait tout simplement disparu. Il commençait à s'inquiéter quand il la découvrit immobile, serrant dans ses bras le tronc d'un arbre immense dont le sommet paraissait toucher le ciel et frôler les nuages. « Ah, que fais-tu ici? J'ai eu peur. J'aurais dit quoi à maman ?» La petite fille ouvrit un instant les yeux et mit son doigt sur sa bouche. « Chut, écoute, il est en train de parler. » Léandre haussa les épaules. Sa sœur était-elle devenue folle? Élise insistait, lui demandant de l'imiter. En maugréant, il accepta. Et là, Léandre entendit une voix grave le murmurer. « Je suis un cèdre de l'Himalaya et j'aime raconter mes histoires fabuleuses aux enfants qui prennent le temps de m'écouter. Surtout ceux qui ont de l'imagination à revendre. Je leur décris alors le monde qui m'a vu naître. Vous pourrez aussi aller voir l'Aubépine, notre chère doyenne du parc. Elle est si vieille, bien plus vieille que moi. Elle avait 12 ans quand la Révolution française a éclaté, c'est dire. » Léandre avait le cœur qui battait, un arbre doué de paroles. Terminée la partie de cache-cache ridicule. Cette fois-ci, c'était juste extraordinaire. Ce fut leur mère qui les retrouva. Elle les gronda un peu pour la forme, mais quand ses enfants lui rapportèrent tout excités ce que le grand cèdre de l'Himalaya leur avait confié, elle ne put dissimuler un léger sourire. Ainsi, Léandre et Élise venaient-ils de découvrir l'histoire secrète des arbres qui murmurent, tout comme leur mère l'avait goûté bien des années plus tôt. À toi, Maya. Moi, mon histoire s'appelle La sorcière et les loups. En des temps très anciens, il advient ici une bien curieuse histoire. C'était durant la lune rousse, sur le sommet du petit mont qui surplombe la vallée de Couze. Je me rappelle encore les paroles de mon arrière-grand-père qui tenait cette légende de son arrière-grand-mère. Le père Jean et sa femme Jeannette avaient un fils qui se prénommait Jantou. La famille rêvait de construire un moulin sur les bords de la rivière et pour ce faire avait acquis le terrain nécessaire après moult économies. L'endroit était resté jusqu'alors inoccupé en raison des énormes rochers qui jonchaient un peu partout le sol. Espérer aménager de tels lieux relevait d'un travail de titan. Et dans le village, nombreux étaient ceux qui criaient à la folie de l'entreprise. Pourtant, personne ne s'était dévoué pour aider la famille. Et du matin au soir, parfois du soir au matin, Jean, Jeannette et le jeune Jantou tapaient, frappaient, sans relâche, avec une simple masse, les imposants blocs de pierre. De temps à autre, ils parvenaient à détacher une écaille, un fragment, mais rien de plus qu'un pauvre et minuscule éclat. Cela ne pouvait plus durer. Il fallait trouver une autre solution. Le fils de la maison n'hésita pas plus longtemps. Jantou savait que, tout en haut du mont, vivait une inconnue, une femme étrange que tous fuyaient, car on la disait sorcière.
commerçant avec le diable au temps de Samaïn. Le soir venu, le jeune homme sortit sans bruit de la masure de son père, que son père avait bâtie de briques et de brocs. Une pleine lune éclairait le chemin. Prenant son courage à deux mains, Jantou se mit en route. Parvenu au sommet du mont, il ne tarda pas à rencontrer l'être. Jantou osa lever les yeux vers l'enchanteresse, d'une beauté à couper le souffle. Elle était enveloppée d'une grande cape, et ses cheveux d'un roux flamboyant tombaient en une cascade sur ses épaules. Dans la main droite, elle abordait tel un sceptre un simple bâton d'or. On aurait dit qu'elle attendait Jantou. Ayant écouté sa requête, elle accepta de lui apporter son aide. La joie et le soulagement du jeune homme furent de courte durée, car des loups sortirent de la forêt et les entourèrent en une ronde effrayante. Brusquement, la jeune femme se mit à leur parler d'une voix gutturale. Attentives au début, les bêtes sauvages se mirent soudain à bondir, disparaissant en un seul instant sur la lande déserte. Au creux du vallon, les hurlements enveloppèrent la chaumière du père Jean. Tout autour de la modeste demeure se leva un vent sec, froid et violent. Sous l'effet de la magie déployée, les énormes blocs de pierre s'arrachèrent du sol avant de choir sur le dos des bêtes accourues. Malgré leur poids, les loups les emportèrent au sommet du mont, toutes, à l'exception d'une, que la meute oublia. L'un après l'autre, les loups déposèrent leur fardeau là où se tenait toujours Jantou. Mais vint pour lui l'heure de payer le prix de son extraordinaire marché. La sorcière exigea du jeune homme de rester à jamais auprès d'elle. Jantou, le cœur battant, finit par accepter, la priant en échange de visiter sa famille de temps à autre. Certains racontent que le garçon devenu gaillard était tombé amoureux et que l'enchanteresse le lui rendait bien. Parfois, on les voyait courir sous la lune, précédant les loups qui menaient la chasse. Tout en haut du mont se distinguaient les rochers moussus et verdis par le temps qui passe. Quant au moulin, ah oui, il n'en reste plus grand-chose. Et Jantou, me direz-vous? Nul ne le sait. Peut-être que son âme hante toujours la lande, devenue une épaisse forêt. Une meute de grands loups grille à ses côtés. Dorénavant, près du bief d'un moulin, ne subsiste qu'une curieuse pierre solitaire, seul témoignage de notre étrange légende.